vous invite à suivre. La célébration de la Journée internationale de la protection civile de 2019 est placée sous le thème « La protection de nos enfants, c'est notre responsabilité ». La communauté internationale, à travers ce thème, indique que la sécurité des enfants doit demeurer au premier plan des préoccupations des parents, des enseignants et des autres acteurs. En effet, un enfant moulé dans les valeurs culturelles, avec un comportement social décent et des compétences professionnelles appropriées, conduit indubitablement à une société plus durable et plus résiliente. C'est pourquoi j'invite les maires, premiers responsables en matière de prévention et de gestion des catastrophes, à jouer leur partition conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 6 de la loi 97-29 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, selon lesquelles, je cite, le maire est chargé de la police administrative dans la commune et les actes de police du maire ont pour objet de prévenir par précaution convenable et de faire cesser par toutes les mesures appropriées les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses et de faire atténuer par l'organisation de secours nécessaires les conséquences des accidents des dits fléaux. C'est au regard de ce qui précède que l'OIPC invite chaque pays à créer et à renforcer le système national de prévention et de gestion des catastrophes. Le recensement national des artisans a effectivement démarré depuis ce mardi 27 février dans tout le Bénin. Ce recensement entre ainsi dans sa phase opérationnelle. Le ministre en charge de l'artisanat a profité du premier jour de l'opération pour s'enquérir des nouvelles sur le terrain. Patrick Ayadi, Simon Villon. Longtemps annoncé, le recensement national des artisans démarre. Pour le compte de cette première journée, l'affluence est grande et le ministre Modeste Kérékou s'en félicite. La phase opérationnelle de cet important recensement des artisans du Bénin, ordonné par le président Talon, se déroule bien. Le président de la République nous a instruit de nous porter sur le terrain. J'ai personnellement supervisé le 12e arrondissement et le 11e arrondissement de Cotonou et l'arrondissement central de Calavi. Toutes les équipes sont en place dans tous les arrondissements du pays. C'est vrai, quelques difficultés relativement au fonctionnement des tablettes, puisqu'il s'agit d'un recensement biométrique, nous ont été signalées, mais les équipes techniques du RAVIP sont déjà à pied d'œuvre pour procéder, dans certains cas, au remplacement des tablettes qui ne sont pas tout à fait fonctionnelles et dans d'autres, peut-être pour apporter les réglages nécessaires. Les avantages de l'établissement d'un registre national biométrique au profit des métiers de l'artisanat sont multiples. Les critères pour se faire enrôler sont bien précis. Tous les artisans, toutes les artisanes qui viendront se faire recenser devront se munir de leur diplôme, de leur qualification, en copie originale ou certifiée. Copie certifiée. Ils devront également, pour ceux-là qui avaient été enrôlés au RAVIP, venir avec leur récépissé. Ceci permettra de pouvoir les faire enregistrer. Mais ceux-là qui n'avaient pas fait l'opération de RAVIP,
ils sont aussi attendus à cette opération-là de recensement des artisans. Ce recensement va contribuer à la révolution du secteur artisanal au Bénin. Le ministre de tutelle invite tous les artisans non encore enrôlés à faire un tour dans les locaux de leur arrondissement respectif. L'opération se poursuit jusqu'au 12 mars prochain. Restons avec les artisans pour parler du lancement mardi dernier à la Maison des Jeunes de Lobogo à Bopa de la campagne nationale d'alphabétisation au titre de l'année 2019. La finalité pour le ministère de l'Enseignement secondaire en partenariat avec la coopération suisse est de faire de l'alphabétisation un levier de prospérité pour les artisans au Bénin. Benjamin Denagnon et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. L'alphabétisation au service de l'épanouissement professionnel des artisans. Le choix de la commune de Bopa pour ce lancement a une justification. Nous nous réunissons du choix porté sur le département du Mono en général et sur la commune de Bopa pour cette rentrée officielle. L'état des lieux montre que notre département est l'un des départements qui présente le taux d'alphabétisation le plus faible du pays. Des témoignages prouvent l'importance de l'association de l'alphabétisation à la formation professionnelle. Une stratégie inclusive est adoptée. La stratégie du faire-faire a aussi un objectif, c'est tout faire pour que la décentralisation permette à tous ces opérateurs, à tous ces apprenants d'acquérir le savoir par des gens proches d'eux qui peuvent leur permettre de pouvoir être et de pouvoir devenir des artisans comblés. Le partenaire principal réaffirme son soutien pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. Cette nouvelle stratégie sur la formation professionnelle offre l'occasion de rappeler que de bonnes compétences professionnelles s'acquièrent sur la base de bonnes compétences fondamentales dont l'alphabétisation est une pièce maîtresse. Nous formons ici le vœu que dans cette stratégie de formation professionnelle, des modalités et des ressources soient prévues pour cela. La coopération suisse est prête à accompagner le gouvernement dans ce sens. Le gouvernement s'inscrit dans la dynamique de la promotion de l'alphabétisation dans le cadre de la prospérité du secteur de l'artisanat. L'objectif de cette initiative du gouvernement de la République du Bénin est de permettre aux bénéficiaires, à la fin de leur formation, de jouer pleinement leur rôle en tant qu'acteurs de développement et de changement social et de prendre part à l'animation de la vie démocratique ainsi qu'aux réformes initiées par l'État béninois. Cette campagne nationale renforce le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation pour la couverture des 77 communes du Bénin. Les fonctionnaires de la douane des départements de l'Atakora et de la Donga sont en formation depuis ce lundi à Djougou. Ils sont sensibilisés sur le système de management de qualité dans le but d'améliorer leurs différentes prestations. C'est une initiative de la Direction générale des douanes et droits indirects qui vise la satisfaction du client. Edmond Hongbo et Dorcas Tito pour le compte rendu. Est-ce que je dois avoir mon téléphone en train de discuter pendant que le client est là? Est-ce que je dois dire, écoute, moi je suis fatigué? Non. C'est pour moderniser les prestations de la Direction générale des douanes et droits indirects que la présente séance d'information est initiée. Une séance de sensibilisation des receveurs et des chefs brigade sur les avantages d'un système de management de qualité. Nous les formons pour qu'ils changent de comportement sur le terrain. Pour la satisfaction des clients, il faut un long processus. Vous savez, ce que nous faisons n'est pas souvent perceptible. Par cette séance, nous allons impliquer davantage les chefs d'unité et les agents pour ce qu'ils doivent faire pour l'amélioration continue. C'est facile d'être premier, mais se maintenir premier, c'est ça qui est difficile. Donc, les agents doivent s'approprier les principes qui sont définis dans la démarche qualité. Une formation qui met également l'accent sur les 8 principes du management de qualité. Quand le client est satisfait, il informe toujours au moins 6 personnes. Et il va toujours revenir faire vous
pour demander le même service ou un autre service. On a mis un accent particulier sur la satisfaction du client, l'écoute du client, d'accord, et tout faire pour que ce client, en sortant de chez nous, puisse aller informer ses amis et dire « Ah, aujourd'hui, l'administration des douanes, quand on y va, on y sort toujours satisfait ». Une satisfaction qui passe par l'amélioration des prestations de ces fonctionnaires de la douane. Aussi communiquer avec nos collègues ici à Djougou sur les dispositifs qui sont mis en place par la direction générale pour mesurer, pour évaluer la démarche qualité, la satisfaction de nos clients qui sont au cœur de cette démarche. Une démarche qui va désormais constituer la boussole de toutes les prestations des agents de la douane béninoise pour la satisfaction du client. Parlons maintenant du microcrédit aux plus pauvres qui a changé de dénomination et devient microcrédit mobile. Une équipe du ministère des Affaires sociales et de la direction de la microfinance était en début de semaine face aux populations du Borgou afin de les sensibiliser sur le fonctionnement du nouveau produit. Sylvain Savy pour Le Point. Après la suspension temporaire du microcrédit aux plus pauvres, un état des lieux du Fonds national de la microfinance et un réaménagement du projet a donné naissance au microcrédit mobile. Cette nouvelle formule de microcrédit vise à améliorer les conditions d'accès aux populations et aux femmes en particulier. Le microcrédit mobile est la possibilité de pouvoir avoir son crédit sur son portable. Ce ne sera plus de la monnaie en espèces, mais de la monnaie électronique. Désormais, nos femmes n'iront plus faire de longs rangs dans les agences avant d'obtenir leur crédit. La phase pilote a été un succès. Voilà ce qui explique la mise en place et l'extension du microcrédit mobile dans toutes les communes. Avant d'en arriver là, un travail préalable est fait sur le terrain. Que de soutien et de motivation. Il en ressort que l'expérience mérite d'être faite. Dans le cas du MCM, qui est l'objet de ce jour, nous avons reçu assez d'accompagnement. Plus de 369 400 000 pour ce programme. Pour non seulement l'achat d'un TPE, c'est-à-dire les petits appareils qui vont servir, pour vous servir à tout moment et partout, et des lignes de crédit que nous avons reçues également. Le conseil communal de Niki promet ne ménager aucun effort pour soutenir la nouvelle version de microcrédit. Au nom de ces braves femmes et au nom du conseil communal, nous ferons tout pour que ceux qui vont bénéficier plus tard de ces crédits, que ces gens puissent les rembourser pour permettre à d'autres personnes d'avoir d'autres crédits. Au dire des bénéficiaires, le processus est facile. Il suffit juste de se mettre en groupe, munis des récépissés RAVIP, afin de pouvoir solliciter les services de l'agent marchand et au bout de quelques jours, les fonds sont mis à disposition. On a reçu l'argent et on a pu retirer les sous. On est en train de fonctionner avec, ça nous donne des bénéfices et ça n'a pas causé aucun problème. Ce microcrédit mobile, ça se passe par portable. Donc, on vous verse l'argent sur vos comptes et après vous retirez. Là, personne ne saura que tu as reçu une somme avec toi. Le même processus qui a servi pour l'octroi du crédit sera également suivi pour le remboursement. À chaque opération, un reçu est délivré pour attester l'effectivité du transfert. Le souhait de chaque acteur est la pérennisation de ce programme, mais ceci dépendra de la diligence des bénéficiaires à rembourser les prêts.
Les filles et fils de l'Association des familles Fofana du Bénin, du Togo, du Ghana et de plusieurs pays de la sous-région se sont retrouvés à Djougou ce week-end pour sacrifier à la tradition. Il s'agit en effet de la 7e édition de leur congrès constitutif, un rassemblement culturel de toute la communauté gourmandier de la sous-région qui vise à promouvoir et sauvegarder l'identité culturelle des familles Fofana. Dans Castito. La tenue de ce congrès constitutif des familles Fofana du Bénin et de la sous-région dans la ville de Djougou s'inscrit dans la suite logique des recommandations faites lors du 6e congrès organisé à Sokodé au Togo. Il se retrouve une fois de plus autour de 3 valeurs qui caractérisent les Fofana. La première, c'est la fraternité. La fraternité parce que c'est ça qui nous a amenés jusqu'à Djougou. Et c'est ça qui a fait de nous Sa Majesté Kotoni Korassis, Sa Majesté Baparapé. En dehors de la fraternité, ce à quoi nous tenons beaucoup, ce sont les valeurs humaines. Un homme qui n'a pas de valeur n'en est pas un. Nous sommes des intègres. Et c'est pour cela que partout où nous sommes, nous faisons en sorte d'être véritablement ce que nous véhiculons. Des valeurs ancestrales qui visent à renforcer davantage l'esprit de solidarité, d'unité et de cohésion entre les filles et fils Fofana et neveux. Ce congrès est donc un appel aux Fofana pour que partout où ils se trouvent, ils puissent revendiquer et assumer avec dignité et une fierté soutenue leurs valeurs propres pour que l'unanimité, grâce à jamais le souvenir de notre valeureuse ethnie. Assainir les relations familiales entre les filles et fils Fofana, promouvoir notre communauté à travers le monde. La dite recommandation traduit la ferme volonté de poursuivre notre programme d'action, dont l'un des points forts de la valorisation et la découverte des différentes localités où vivent toutes les communautés Fofana. Autant de recommandations qui participent de l'intégration sous-régionale. À travers cette manifestation culturelle, vous contribuez en tant que composante active de la société civile à l'atteinte d'un des objectifs du développement durable ODD, celui du maintien de la promotion de la paix et de la sécurité à l'intérieur des frontières avec les voisins. C'est donc l'occasion pour les congressistes de mener des réflexions sur les mécanismes pouvant davantage les rapprocher de leur identité et de leur langue nationale originelle, le gourmandier. Restons à Djougou où les filles et fils de la dynastie Djara ont aussi sacrifié une fois de plus à la tradition à travers l'organisation de Gbangueouré édition 2019, une cérémonie à la fois culturelle et cultuelle placée sous le signe de l'unité et de la paix. Cette initiative de l'association des Djara ressortissants de Djougou vise à promouvoir les valeurs endogènes et à purifier la terre de Djougou à travers plusieurs sacrifices rituel. Une caravane à travers la ville de Djougou par le régent Gbangueouré annonce les couleurs d'une importante cérémonie. Une visite des sites historiques tels les vestibules des Atakora, Nyora et de Baparapé sanctionne la fin de son périple après 3 années d'intérim. Il passe ainsi le flambeau au nouveau Gbangueouré, Awali Djara, intronisé ce 24 février 2019 dans son palais. Une cérémonie à la fois culturelle et cultuelle. Il faut donner aux ancêtres ce qui est de leur droit. Et qu'est-ce qui atteste leur droit? C'est les cérémonies de l'immolation des poulets et des coqs. Au même moment que dans ça, il y a des femmes qui ne trouvent pas la conception. Ils peuvent venir aussi demander leur sacrifice pour pouvoir bénéficier de l'intronisation de Gbangueouré ou des sacrifices de Gbangueouré pour avoir les enfants. Gbangueouré, c'est une fête rituelle pour le trouvaille, une occasion au cours de laquelle les dépositaires, qui sont les Djara, les propriétaires terriens de Djougou, donc satisfait à ces rituels. D'abord pour que toute la communauté qui vit sur le territoire de Djougou vive en paix. C'est le moment également
à partir de cette cérémonie que la chasse est lancée. C'est également une cérémonie que l'on fait et juste après, on procède aux récoltes. C'est une occasion de rappeler également à tous l'histoire de la communauté des Djara et le trône royal de Kilir. Bangwaoré, c'est une maison rituelle qui est sur le territoire de Kilir. Et qui dit Kilir veut dire la forêt. Donc c'était jadis là où les premiers habitants, les Djara, qui sont les premiers habitants, les propriétaires terriens, donc ils vivaient. C'est en effet eux qui étaient au trône de Kilir d'aujourd'hui, donc qui par la suite ont cédé ce trône donc, à leurs neveux, qui sont les Gourmantiers, au rang desquels nous avons les Kwetoni, nous avons les Nyora, nous avons les Atakora qui se succèdent. La maison Bangwaoré et la maison Nyanyam sont restés sur les lieux pour être un peu les vestiges de ce passé. Donc, et c'est ça que nous perpétrons pour que et nous-mêmes et nos fils qui viennent par la suite puissent comprendre le sens donc, de ces cérémonies-là qui revêtent une importance capitale. Une cérémonie culturelle et traditionnelle qui vise à promouvoir et à préserver les valeurs endogènes et ancestrales. Religion à présent, les travaux du synode 2018 de l'EPMB, l'Église protestante méthodiste du Bénin, se sont achevés par un culte religieux consacrant 9 pasteurs de l'institution. Guillaume Avienou. Vous êtes appelés à être consacrés pasteurs au saint ministère de toute l'Église. Votre tâche, comme ambassadeur du Christ, est de prêcher la bonne nouvelle en parole et en acte. 9 impétrants au grade de pasteur de l'Église protestante méthodiste du Bénin, consacrés au thème du synode 2018 de l'institution, le premier du genre depuis la réunification des 2 ailes de l'Église. Un synode qualifié de celui de la Renaissance, et cela à juste titre. On a revu les textes fondamentaux, je vais parler de règlement intérieur et de la constitution de l'Église. Et les articles qu'on doit introduire pour moderniser l'Église, pour le développement de l'Église, les articles qui sont dans les documents fondamentaux qui ne sont plus d'actualité, on les a sautés, on a remis d'autres articles pour maintenant dynamiser l'Église. Une dynamisation de l'Église avec de nouveaux pasteurs jeunes et engagés pour le grand nombre. L'institution, appelée à faire face à de nouveaux défis, mise beaucoup sur ceux-ci. L'Église, par le mandat que le Dieu lui a donné, nous responsabilise entièrement et nous consacre à son ministère auquel a reçu de Dieu. Être pasteur, ça veut dire d'abord être appelé. Être appelé, être formé. Être appelé et être transformé a converti des cœurs pour un monde meilleur et pour la gloire de Dieu. La communauté musulmane du Bénin entend fédérer les actions entre institutions pour mieux contribuer au développement du pays. C'est à travers l'organisation de l'édition 2019 du colloque national sur la prédication par le Comité national de l'Union des oulémas d'Afrique. La rencontre a eu lieu il y a quelques jours à Parakou. Doris Nathalie Oulabi. À travers ce colloque, la communauté musulmane réunit les prédicateurs et prêcheurs venus de tous les horizons du Bénin autour d'un objectif précis. Il s'agissait de comprendre, de faire comprendre aux participants l'importance de l'union dans l'action humanitaire et sociale que l'islam peut apporter dans le développement durable du Bénin. Rôle des institutions dans l'union des musulmans et coexistence pacifique. C'est le thème de ce colloque et pour les organisateurs, le message est sans embâche. C'est l'union, l'entraide, parce que les efforts divers, c'est-à-dire lorsque les efforts sont éparpillés, les résultats ne sont pas visibles. Donc il est temps aujourd'hui que les différentes associations, les différentes institutions, les différentes organisations puissent se regrouper comme un seul homme et définir les carnivals pour pouvoir réellement investir pour le développement des Béninois, en tout cas pour contribuer au développement du Bénin. Que les prêcheurs s'unissent
que dans leur prêche, ils vont dire un seul mot sur l'islam. Et nous remercions Dieu. Ce que nous demandons aux prêcheurs, ce que nous demandons aux prédicateurs, c'est d'aller mettre en pratique les recommandations que nous avons données dans ce colloque. Nous voulons un Bénin uni sur l'islam. Nous voulons un Bénin uni socialement, politiquement, dans tous les domaines. Que la religion islamique porte un manteau, un seul manteau, et non plusieurs manteaux. Les participants sont désormais mieux aguerris pour bien propager la parole de Dieu à leurs fidèles. Hors de nos frontières, Macky Sall réélu. C'est la conclusion des travaux de la Commission nationale de recensement des votes au Sénégal. Résultat rendu public ce 28 février en début d'après-midi. Une victoire dont James William Gbagidi nous explique ici les fondements. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. C'est la fin d'un suspense qui aura duré plusieurs jours. Après un premier mandat de 7 ans, c'est pour un nouveau bail de 5 années que Macky Sall se voit reconduit à la tête du Sénégal. Cette victoire, le président sénégalais la doit à une campagne électorale rondement menée, mais aussi à un bilan économique flatteur. Le plan Sénégal émergent dont il est le promoteur et la réalisation de nombreuses infrastructures à travers le pays ont dû consolider sa popularité. À cela, il faut ajouter l'élimination de 2 de ses principaux adversaires, que sont Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar de la course à la présidentielle. À en juger par leur score, Idrissa Seck 20% et Ousmane Sonko 15% n'auront donc pas fait le poids devant le président candidat, convaincu de longue date de sa victoire au premier tour. Une fois sa victoire confirmée, Macky Sall devra faire face aux grands défis du Sénégal que sont le chômage des jeunes, la cherté de la vie ou encore la stabilisation du jeu politique dans un pays fracturé. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.